Donc, je suis Tama Guidir, je suis pnéopédiatre au CHU Bicêtre. J'ai préparé ce travail avec notre radiologue, le docteur Van Huynh, qui est connecté et qui pourra intervenir, en collaboration avec le service de réanimation néonatale, avec le docteur Mostafa Mokhtari et le docteur Nolwenn Le Sachet, et avec également le service de chirurgie pédiatrique avec Virginie Fouquet, que j'ai vu aussi connectée. Donc, notre travail porte en fait sur l'évaluation respiratoire et l'évaluation globale à distance des enfants opérés d'une hernie de coupole diaphragmatique. Notre expérience ici à Bicêtre. Les objectifs de notre étude, c'était tout d'abord d'évaluer le devenir respiratoire clinique, mais également paraclinique des enfants, d'essayer de corréler ces données aux données du pronostic anténatal et d'essayer d'établir un modèle de suivi sur le long terme. Pour nos objectifs secondaires, on en a profité pour regarder également leur devenir global, digestif, neurodéveloppemental et orthopédique, pareil, dans l'idée de corréler ces données au pronostic anténatal. Pour cela, donc, cette étude était monocentrique. C'était des enfants inclus nés entre 2005 et 2013 qui ont été pris en charge pour leur hernie de coupole diaphragmatique ici à Bicêtre. Alors, convoqués entre août 2019 et juin 2021, et comme vous pouvez le voir en plein milieu, il y a toute la période du Covid qui ne nous a pas permis de convoquer les enfants et qui a été un peu compliqué, mais on s'en est sorti. On a obtenu le consentement des parents pour la réalisation des examens. On a mis au point un questionnaire médical systématisé qu'on a utilisé pour tous les enfants, l'examen clinique bien sûr, et on a recueilli les données anténatales et postnatales. Donc, les enfants devaient avoir donc, une évaluation cardio-respiratoire, une EFR avec un test de marche de 6 minutes, une imagerie en coupe et vraiment ce qui est assez innovant ici, c'est l'utilisation de l'IRM thoracique. On a la chance que Van, notre radiologue, est pionnière dans l'utilisation des IRM thoraciques dans les pathologies respiratoires chroniques et du coup, elle a d'ailleurs mis au point des grilles de lecture spécifiques qu'on a utilisées pour les enfants, donc IRM et scanner thoracique et une échographie cardiaque. Sur le plan global, il y avait tout un questionnaire digestif, la recherche de déformation orthopédique, comme on a vu un topo tout à l'heure, avec plus ou moins une consultation avec notre orthopédiste, et puis également une évaluation de leur développement neurologique, on va y arriver, et on leur a fait faire également score de qualité de vie et score d'oralité. Alors, sur les classifications pronostiques anténatales, donc comme on a vu aujourd'hui, il y a la classification qui porte sur l'échographie fétale avec l'obtention du LHR, avec également la position du foie, et il y a également celle qui utilise le volume pulmonaire à l'IRM fétal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui était particulier, c'est que dans notre cohorte, on avait des enfants qui avaient des discordances entre les deux données. Et sur la classification de l'IRM fétal, qui a quand même la meilleure valeur prédictive dans la littérature, eh bien, en fait, tous nos enfants avaient un volume pulmonaire qui était supérieur à 25%. Donc, de facto, ils étaient tous pronostic modéré ou bon pronostic, ce qui ne collait pas du tout, puisqu'on avait par exemple un enfant qui avait une insuffisance respiratoire extrêmement sévère, qui a été trachéotomisé pendant 3 ans. Donc, on a fait quelque chose qui certes est complètement critiquable, et je pense qu'on va en discuter à la fin, mais on a un tout petit peu modifié la classification et utilisé cette classification avec les données de l'IRM fétal, les données du volume pulmonaire et la position du foie pour pouvoir classer nos enfants. Donc, au début, notre infirmière de coordination qui était là nous avait beaucoup aidé pour essayer de contacter toutes les familles, de faire un petit peu le point. On avait eu des réponses donc rapidement des familles. Et puis, donc, il y a eu toute la période Covid où on n'a pas pu du tout les convoquer, comme je vous disais. Bon, on a quand même réussi à faire ce travail avec une inclusion de 16 enfants. Donc, c'était des enfants qui disaient oui, bah, on les prenait, on les inscrivait. Donc, il y avait 13 qui avaient un diagnostic anténatal, 3 qui avaient un diagnostic postnatal, et ils avaient à peu près un âge moyen lors de ces explorations de 8 ans, des extrêmes de 6 à 14 ans. En ce qui concerne les facteurs pronostiques anténataux, donc il y avait 6 enfants qui avaient un foie en intrathoracique. Le LHR O sur A variait entre 24 et 73%, et le volume pulmonaire, comme je vous disais, supérieur à 25%, entre 27 et 57%. En ce qui concerne les données chirurgicales, c'est principalement de la parotomie. Et 5 enfants ont nécessité une plaque chirurgicale, en sachant qu'on ne fait pas de lambeaux musculaires ici à Bicêtre. Dans la réanimation néonatale, qu'est-ce qu'on avait comme critère? C'était l'HTAP qui était sévère chez certains enfants. 70% d'entre eux ont nécessité une prise en charge de cet HTAP. Une durée de séjour en réanimation en moyenne de 30 jours, ça allait de 0 à 142 jours, et une durée d'oxygénothérapie moyenne de 39 jours, pareil avec des extrêmes de 1 à 180 jours.
Avec la classification qu'on a utilisée nous, on avait finalement 2 enfants avec des bons critères pronostics anténataux, 7 avec des pronostics modérés et 3 de mauvais pronostics, en sachant qu'une seule enfant n'avait pas eu son IRM fœtal. Alors, les données importantes, ça a été du coup les données de l'imagerie. Et vraiment, on a été très contents parce que les données de l'IRM thoracique sont complètement concordantes avec les données du scanner thoracique qu'on a plus l'habitude d'utiliser. Et ce qu'on a remarqué, eh bien, c'est que 75% des enfants présentaient une imagerie anormale. Dans les anomalies que je vais vous remontrer après sur les images, ce qui nous a vraiment frappé, ce sont les anomalies de l'architecture vasculaire qui étaient anormales chez 63, 2 tiers des enfants. On va revoir quel type d'anomalie. Des emphysèmes du côté de la hernie opérée, des diaphragmes irréguliers, on s'y attend un petit peu plus, et puis des anomalies vraiment du parenchyme pulmonaire, mais c'est soit du remodelage, soit des atélectasies, du verre dépoli, ou bien un aspect en mosaïque. Et on a eu, nous, deux découvertes de récidives fortuitement. 4 enfants avaient une IRM strictement et un scanner strictement normal. C'était 2 enfants avec un diagnostic postnatal et 2 enfants avec un diagnostic anténatal. Voici les images. Donc, vous avez en haut le scanner avec plus ou moins des reconstructions et ici les IRM correspondant aux enfants pour que vous voyez bien que les images sont vraiment corrélées. Et ce que je vous disais, ce qu'on a trouvé vraiment de très frappant, qui n'a jamais été décrit dans la littérature, c'est cet aspect des vaisseaux très particulier qu'on a nous décrit comme des vaisseaux en enroulement. Donc, comme vous pouvez le voir ici par exemple, comme si ils étaient tractés en post-chirurgie. Et le plus flagrant également, c'est la raréfaction des vaisseaux pulmonaires du côté de la hernie opérée. On voit très bien ces anomalies à l'IRM et également sur cette IRM-là. Ensuite, les emphysèmes, comme je vous disais, ici c'est une hernie de coupole gauche. Vous avez toute cette partie du lobe inférieur gauche emphysémateux. On le voit très bien également à l'IRM. Une des 2 récidives de hernie, qui est là assez flagrante et claire pour tout le monde. On avait sa plaque, lui c'était un enfant qui avait une plaque, donc il avait récidivé. Des anomalies minimes au niveau du parenchyme, avec des petites atélectasies qui sont un peu séquelaires de la chirurgie, qu'on voit aussi très bien à l'IRM. Des anomalies parenchymateuses un peu plus sévères, où on a cet aspect en mosaïque de perfusion. Vous avez ces petites zones un petit peu où il y a de l'air qui est coincé, comme on dit. Vous avez encore des modifications, là, comme vous pouvez le voir, avec un enroulement des vaisseaux sur cet enfant-là. Et puis, cet enfant-là, qui était très particulier, puisque cet enfant était en train d'être exploré pour une anémie, et on l'avait convoqué pour son bilan de hernie, et on a eu la réponse à son anémie, parce que c'est un enfant qui a finalement une hémorragie intra-alvéolaire, en plus de sa hernie de coupole diaphragmatique, 2 maladies extrêmement rares, qui va d'ailleurs très bien aujourd'hui après traitement par bolus de corticoïdes. Alors, qu'est-ce qu'il en est du devenir respiratoire clinique? Donc, sur nos 16 enfants, eh bien, 3/4 d'entre eux ont présenté des symptômes respiratoires et c'est uniquement de l'hyperactivité bronchique, de l'asthme, mais j'ai envie de dire de l'asthme viro-induit, pas de l'asthme intrinsèque, puisque tous les enfants, en fait, ont quasiment tous arrêté les symptômes dans les 5 premières années de la vie. Ils ont eu un traitement de fond par corticoïdes inhalés pendant au moins 6 mois. Donc, il y a celui qui a la forme la plus sévère a encore un peu de sérétide, effectivement, mais tous les autres, on a pu arrêter leur traitement au fil du temps. Ils n'ont pas fait de complications infectieuses. En ce qui concerne les EFR qu'on a pu réaliser, alors ce qui était sportif, c'est que bon, on en a raté 2 parce que dans la même journée de faire l'IRM, le scanner, l'échographie cardiaque, les EFR, le bilan, etc. Donc c'était un peu sportif. Donc il y a eu des urgences à l'IRM. Il y a 2 enfants qui ont raté les rendez-vous de EFR. En tout cas, sur les 14 enfants qu'on a envoyés, il y en a 2 qui n'étaient pas interprétables du fait de troubles neurodéveloppementaux importants, comme on va revoir après. Et sur celles qui étaient interprétables, eh bien, on va dire 80% de ces enfants ont une EFR normale ou subnormale, avec pour 3 d'entre eux un trouble ventilateur obstructif distal léger. 2 enfants avaient également une atteinte restrictive, dont celui avec l'hémorragie intra-alvéolaire. Tous les tests de marche que nous avons réalisés, des tests de marche de 6 minutes, étaient normaux. Les enfants ne désaturent pas à l'effort. En ce qui concerne, du coup, si on veut corréler les symptômes et puis qui sont ces enfants qui sont symptomatiques et quels sont les résultats des imageries. Donc, sur les 12 enfants symptomatiques, il y en a 10 pour lesquels c'était un diagnostic anténatal et ils ont pour tous, quasiment, enfin beaucoup d'entre eux, une imagerie anormale, des EFR anormales, en sachant que dans ce groupe-là, il y a 2 enfants qui n'ont pas eu leur EFR parce qu'elles étaient ininterprétables. Et ceux qui étaient de diagnostic postnatal, finalement, ils avaient une imagerie normale et une EFR subnormale avec un léger trouble ventilatoire obstructif distal.
Les enfants qui n'étaient pas symptomatiques, eh bien pareil, donc il y en avait 3 qui étaient diagnostiqués anténatal avec des anomalies légères à l'imagerie et à l'EFR, et pareil pour 7 enfants qui avaient un diagnostic postnatal. En ce qui concerne le devenir cardiovasculaire, donc on a fait 13 échographies à ces enfants. Aucun ne présentait d'hypertension artérielle pulmonaire à distance lors du bilan, en sachant, comme je vous disais, que près de 70% d'entre eux en ont présenté en réanimation néonatale. Alors, quand on corrèle un petit peu ces données avec la classification que nous, on a utilisée, on a pris les extrêmes, c'est-à-dire qu'on a pris les enfants de mauvais pronostic, les 3 enfants qu'on avait, comparés aux enfants de meilleurs pronostics, ceux qui étaient de diagnostic postnatal. La différence est assez flagrante. Ceux qui sont avec les mauvais critères pronostiques anténataux, c'est ceux qui restent le plus longtemps en réanimation, en moyenne 2 mois, qui ont le plus besoin d'oxygène, qui rentrent à la maison avec de l'oxygène, qui sont tous symptomatiques sur le plan respiratoire, avec notamment des formes plus sévères. Un d'entre eux a nécessité des fortes doses de corticoïdes inhalés en nébulisation pendant plusieurs années. Tous ont une imagerie anormale et particulièrement les anomalies vasculaires. Et puis, comme je vous disais, ces 2 enfants pour lesquels on n'a pas pu avoir les EFR car ils avaient un trouble du développement neurologique. Ensuite, donc ceux qui sont de diagnostic postnatal, on va dire de meilleurs pronostics, c'est ceux qui restent le moins en réanimation, qui n'ont pas d'oxygène, qui sont symptomatiques mais légers avec des faibles doses de corticoïdes inhalés et qui ont une imagerie normale. Et quand elle est anormale, c'est vraiment des anomalies minimes. Pareil pour les EFR. Pour le devenir digestif, 10 d'entre eux avaient des symptômes. 9, c'était un diagnostic anténatal, 100% de RGO, donc on a beaucoup parlé de RGO aussi tout à l'heure, donc oui, effectivement, donc parmi les nôtres, tous en ont présenté dans les premières années de la vie. Il y en avait 2 qui avaient encore les symptômes actuellement. On a proposé la pH-métrie aux 2 familles, il n'y a qu'une famille qui a accepté qu'on fasse la pH-métrie pour son enfant, et effectivement, elle était normale pour cet enfant-là, mais elle décrivait des régurgitations. Il y avait la moitié d'entre eux qui avaient un trouble de l'oralité, donc 40% ont nécessité, donc 2 enfants ont nécessité une nutrition entérale. Et quand on les avait évalués avec le score d'oralité, 2 d'entre eux ont encore des difficultés d'alimentation au jour d'aujourd'hui alors qu'ils avaient 8 ans. La moitié d'entre eux avaient également une constipation. Pour celui qui avait un diagnostic postnatal, c'était un reflux léger dans les premières années de vie. Sur le devenir global, on en avait 5 qui avaient une déformation thoracique, tous de diagnostic anténatal, et effectivement, c'était tous un pectus excavatum, plus ou moins une gibbosité, une scoliose, mais légère. Sur le plan neurodéveloppemental, on en a eu 4 qui ont eu un retard des acquisitions, tous de diagnostic anténatal, 2 avec un retard du langage et un enfant avec un retard du langage très sévère et dans le cadre d'un autisme, puisqu'il a 8 ans, il ne parle pas. Un enfant qui a un retard du langage et moteur léger, un enfant avec un retard moteur dans le cadre du syndrome génétique, le syndrome de Fryns, associé aux hernies de coupole diaphragmatique. 3 de ces enfants ont nécessité donc un suivi MDPH et 2 ont nécessité d'avoir une AVS à l'école. Ce qu'on a également fait, c'est qu'on a utilisé les scores de qualité de vie. Il y a une partie pour les parents, une partie pour les enfants. Celui qui avait un autisme, bien sûr, n'a pas pu répondre au questionnaire. Et donc, ce questionnaire permet d'évaluer la qualité de vie globale, physique, psychosociale. Alors, les parents, soit sont, on va dire, plus pessimistes que les enfants, ou les enfants sont plus optimistes que les parents. Mais c'est vrai que pour les parents, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, il y avait quand même une qualité de vie qui était modérée sur le plan physique, sur le plan psychosocial, alors que pour les enfants, eux, tout va très bien. Enfin, ils ont plutôt une bonne qualité de vie, voire même une très bonne qualité de vie. Quand on prend toutes ces données et qu'on regarde avec les facteurs pronostiques anténataux, le groupe du mauvais pronostic, ils ont toutes les complications, 100% de RGO, 100% de troubles de l'oralité, 2 tiers en nutrition entérale, 2 tiers ont des déformations thoraciques, 100% de retard moteur ou du langage. Et ceux qui ont un diagnostic postnatal, aucune complication, ni digestive, en tout cas RGO léger dans les premières années de vie, pas de déformation thoracique et pas d'anomalie du développement. Donc finalement, ce travail, c'est une première étude qui évalue très à distance les hernies de coupole diaphragmatique avec une approche multidisciplinaire. Et vraiment, notre plus, ça a été l'imagerie thoracique grâce au docteur Huynh, qui est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à mieux comprendre ces enfants. C'est sûr que c'est une étude monocentrique, on n'a pas beaucoup d'enfants inclus. Et parmi nos enfants, on n'a pas les formes sévères, on n'a pas eu ceux qui ont eu l'ECMO, on n'a pas eu ceux qui ont eu
inclus le plug en anténatal. Donc ça, c'est sûr que ça reste quand même des limites. Et c'est vrai qu'en conclusion, on peut dire que finalement, les hernies de coupole diaphragmatique de diagnostic postnatal, elles évoluent favorablement sur le plan clinique et sur le plan paraclinique, alors que ceux qui ont un diagnostic anténatal, eh bien, ça va dépendre des facteurs pronostiques initiaux, anténataux, avec des enfants qui, sur le plan respiratoire, vont développer une hyperactivité bronchique dans 3/4 des cas, mais ce qui est rassurant, c'est qu'elle s'améliore avec les années. Ils auront des imageries thoraciques anormales dans 100% des cas, surtout s'ils sont de mauvais pronostics, et des EFR dans 50% des cas qui étaient également anormales, mais c'était des enfants en tout cas pour lesquels les EFR étaient plus difficiles à réaliser. Sur le plan général, ils sont à risque de complications digestives, neurodéveloppementales et de déformations thoraciques. Donc clairement, ces enfants nécessitent ce suivi pluridisciplinaire à long terme. Alors, avec ces petits résultats-là, nous, on a proposé un protocole de suivi à partir de l'âge de 6 ans. Bien sûr, un questionnaire médical systématisé qu'on peut tout à fait proposer et échanger entre nous, un examen clinique avec la recherche de déformations thoraciques, les EFR les plus complète possible, ce serait bien, mais on veut inclure donc des résistances pulmonaires qui sont une technique passive pour certains enfants qui n'arrivent pas à faire l'effort pour faire cette épreuve fonctionnelle respiratoire. Sur le plan de l'imagerie, donc ce serait de l'imagerie en coupe, sans injection ni sédation. Si on a un diagnostic anténatal, une IRM thoracique et non irradiante pour tous les enfants, et on compléterait avec un scanner thoracique. S'il y a des anomalies à l'IRM thoracique, qu'on veut préciser, c'est sûr que le scanner thoracique permet d'apprécier plus finement le parenchyme pulmonaire et le réseau vasculaire. Et s'ils sont symptomatiques, pour être sûr qu'il n'y ait pas de séquelles. Si c'est un diagnostic postnatal, nous on propose vraiment juste une radio de thorax et puis qu'on peut compléter avec scanner et IRM en fonction de cette radio de thorax. Et puis donc toutes les consultations d'avis spécialisées, surtout si on a les facteurs de mauvais pronostic, il faut directement les mettre dans le circuit, comme ça a été dit au précédent topo, avec la consultation avec l'orthopédiste, le gastro, l'orthophoniste, le neuropsychologue, etc. Donc, on est très content parce que du coup, on a fait l'appel à projet FIMATO et on a été sélectionné pour ce projet où on veut essayer un petit peu de formaliser tout ça avec une étude prospective. Alors, j'ai regardé et comparé les choses avec la littérature et en fait, on était très contents parce qu'on retrouve exactement ce que nous, on a retrouvé dans cet article-là où ils ont regardé en fait quelle était l'utilisation des médicaments anti-asthmatiques chez les enfants suivis pour hernie de coupole diaphragmatique. Ils en ont pris 56 et ils en ont comparé à 753 contrôles et ils ont regardé combien est-ce qu'ils utilisaient donc de bronchodilatateurs d'urgence, de corticoïdes inhalés, combien de fois ils allaient voir le médecin pour un problème d'asthme sur 2 périodes, entre 0 et 5 ans et entre 5 ans et 10 ans. Et il n'y a pas photo, donc c'est entre 0 et 5 ans qu'on a le plus besoin de tout ça. Et après, on est comme les enfants contrôle, et c'est exactement ce qu'on a retrouvé nous également. Dans cette autre étude où ils ont fait des scanners thoraciques aux enfants avec hernie de coupole diaphragmatique, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils ont fait ça à 1 an, enfin 1 an de vie en moyenne, avec des enfants un peu différents des nôtres parce qu'il y en avait 30% d'entre eux qui avaient été inclus dans le protocole FETO. Ils ont retrouvé donc sur le scanner des anomalies que nous, on a retrouvées avec le verre dépoli, les atélectasies. Après, des choses aussi que nous, on n'a pas du tout retrouvées, qui sont les anomalies de la paroi bronchique, les dilatations des bronches. Est-ce qu'à 1 an, c'est plus bronchique et en grandissant, c'est moins bronchique? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas, mais c'est vrai que voilà, nous, on a fait ces explorations, en tout cas à partir de l'âge de 6 ans. Cet autre article qui est une revue de la littérature où ils ont compilé 7 études qui ont repris en fait les questionnaires de qualité de vie chez les enfants avec hernie de coupole diaphragmatique. Et sur ces 7 études, eh bien, comme nous, ils ont retrouvé qu'il y avait plutôt une bonne qualité de vie des enfants opérés et que la sévérité initiale n'influençait pas la qualité de vie à distance, exactement comme ce qu'on a trouvé nous également. Il y a aussi ce très bel article récent où ils ont proposé ce suivi multidisciplinaire des enfants, exactement comme ce qu'on avait fait, donc le suivi pulmonaire bien sûr, cardiologique avec l'HTAP, le neurodéveloppemental, le gastro-intestinal, tout ce qui est orthopédique, le suivi chirurgical. Ils ont inclus aussi les troubles de l'audition. Alors dans notre questionnaire médical, c'est aussi quelque chose qu'on avait inclus, mais aucun des enfants, en tout cas de chez nous, n'avait de troubles de l'audition, mais peut-être qu'effectivement il faut répéter ça et approfondir cela.
Et donc, ils ont eux aussi proposé comme ça un espèce de programme de suivi des enfants en fonction, est-ce qu'ils sont à faible risque ou à haut risque, en fonction des besoins d'oxygène, etc. Et dans ce travail-là, ils ont recommandé plutôt donc, de la radio de thorax, des EFR qui sont à faire plus tard, mais ils ne parlent pas du tout d'imagerie en coupe pour ces enfants-là. Il y a bien sûr tout le reste des atteintes d'organes neurologiques, gastro-intestinales qui est recommandé. Donc, eux, ils font ça jusqu'à 2 ans, et puis après, ils disent de faire une fois par an tout ce suivi-là. Il y a également cet autre travail récent de l'année dernière qui part de la conception de l'enfant jusqu'à ses 16 ans, avec tout le parcours de ces enfants, de ces fœtus, de ces enfants qui naissent, et donc tout le suivi qu'ils proposent également en ciblant les différents points importants. Et c'est vrai que là aussi, dans cette étude-là, c'est une radio de thorax qui est recommandée et des EFR. Ils n'ont pas du tout parlé de l'imagerie en coupe. Donc voilà, après ce que je trouvais joli, c'est cette frise-là qui est dans cet article-là, mais c'est un peu comme ce que nous a montré Alexandra au début de son topo, sauf qu'ici, ils sont remontés à Ambroise Paré, qui a décrit la première hernie diaphragmatique, et ils ont repris effectivement toutes les avancées merveilleuses qu'il y a eu depuis toutes ces années dans le domaine des hernies de coupole diaphragmatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour des questions. J'arrête l'écran. OK. Merci beaucoup pour ce topo très, très, très intéressant. Alors, je ne veux pas faire mon Laurent, mais j'ai 1000 questions si les autres en ont pas. Tu commences ? Ouais. Merci Tamar pour ce topo. Moi, j'ai juste un commentaire. Attention à la prénatale, postnatale. Il y a 70% des hernies qui sont diagnostiquées en prénatal et malheureusement, pour différentes raisons, il y a encore des diagnostics qui ne sont faits qu'à la naissance. Alors, tu travailles dans un centre de référence. On espère qu'on n'en loupe pas trop, mais il y en a qui arrivent quand même pour accoucher ou adresser très tard. Et malheureusement, certains sont de très mauvais pronostics. Donc, c'est en général les postnatalistes, c'est assez fréquent que vous fassiez cette petite confusion entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas parce que, alors certes, quand elles sont diagnostiquées en postnatal, la plupart du temps, c'est qu'on peut pas les voir en prénatal, mais pas que. Donc moi, je suis toujours un tout petit peu ennuyée par, tu vois, le prénatal, c'est pas bon, le postnatal, c'est bon. C'est pas complètement ça. C'est-à-dire, ça devrait être ça, mais en pratique, malheureusement, ça l'est pas complètement. Sinon, très intéressant, là, tes images d'imagerie. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait avec Van. Ce qui serait aussi hyper important, surtout, alors tu m'as dit que tu n'avais pas inclus patient de féto, mais dans le contexte et dans l'avenir en prospectif, c'est de tenir compte de l'âge gestationnel à l'accouchement. Tu parlais tout à l'heure de dilatation des bronches, alors je parle sous contrôle des réanimateurs, hein, mais ceux qui naissent, tu vois, à 30-32 semaines, heureusement c'est rare, mais on ne doit pas arranger leur imagerie thoracique. Donc peut-être aussi, tu vois, dans tes analyses en prospectif, bien tenir compte de l'âge gestationnel en espérant que dorénavant, elle n'accouche plus avant 34 semaines, mais pour l'instant, je ne peux rien te garantir. Merci. Bon. Alors du coup, il y a pas mal de choses que tu as dit qui vont se recouper avec un autre projet dont je vais parler un peu derrière. Et du coup, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, notamment en termes d'IRM. Donc tu disais que vous faisiez des choses en tant que précurseur. Est-ce que c'est des choses qui sont potentiellement accessibles ailleurs avec juste en briefant bien un ingénieur d'application pour obtenir des images pulmonaires en IRM comme ce que vous obtenez, ou est-ce que c'est des choses qui nécessitent un savoir-faire vraiment très, très, très particulier? C'est évidemment une question intéressée, tu comprendras après pourquoi. Van, t'es connecté? Allô, tu m'entends? Oui. Bonjour à tous. Pour répondre à la question en termes de technique IRM, bien entendu, au début, nous avons choisi l'enfant à partir de l'âge de 5 ans, pour deux raisons. L'enfant qui est opérable pour faire les tests dynamiques, on n'a pas encore parlé sur le topo. Deuxième chose, c'est l'enfant opérable, on n'a pas besoin de sédation.
En termes de paramètres techniques, bien entendu, on a basé sur les séquences déjà publiées dans la littérature, ça veut dire que dans deux générations en T2. En fonction de paramètres plus approfondis, en fonction appareil que les TR a changé. Effectivement, au début, on a besoin d'ingénieur application pour optimiser les signaux pour que nous, on peut voir et que dans l'avenir, ce n'est pas besoin qu'il y ait radiologue expérimenté pour lire, pour lecture imagerie, pour montrer l'IRM pulmonaire devenir robuste et standard pour tout le monde. Là, c'est le travail que je suis en train de faire actuellement. Je ne sais pas si ça vous convient ma réponse ou non. Est-ce que je peux résumer ça en disant faire les images, ça peut être du domaine d'un ingénieur d'application et c'est des procédures qui sont déjà publiées, mais les interpréter, c'est pas encore à mettre entre toutes les mains. Est-ce que je peux résumer ça comme ça? Ah oui. Effectivement, interprétation, actuellement, ce n'est pas encore totalement comme interprétation scanner. Comme vous savez, l'IM pulmonaire, c'est un domaine assez récent et que réservé pour les centres CHU où il y a des études de recherche clinique. Actuellement, il est en train de standardiser pour les pathologies de type microviscidose, comme vous connaissez tout, les pathologies de type plasme, PPCO ou les malformations en cours. Effectivement, il faut avoir une notion d'apprentissage pour interpréter l'imagerie. Ok. Si personne n'a d'autres questions, moi je continue. Ouais. Est-ce que vous avez eu la curiosité de regarder la cinétique du diaphragme? C'est une très bonne question, oui. Oui. Effectivement, on a fait les séquences dynamiques et effectivement, je suis en train de travailler et faire des statistiques pour savoir comment les amplitudes de la courant, est-ce que différent entre côté normal, côté pathologique, et aussi savoir comment on a deux fois étude morphologie du courant et étude dynamique, et là on a des résultats assez intéressants. Mais comme j'ai que 16 patients, pour l'instant, je n'ai pas encore toutes les données suffisantes pour parler aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si les autres entendent mieux, mais moi, je pense qu'on a tous entendu très coupé. Mais pareil, j'essaye de résumer. Donc, a priori, oui, vous avez regardé. Vous cherchez à comparer le côté sain, le côté pathologique. Et c'est en cours. Je peux résumer comme ça? Ouais. Okay. Oui. Autre question, vous parlez d'un score d'oralité que vous avez utilisé. Vous avez utilisé quoi? Le score canadien. Le Montréal? Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Je sais pas si on entend. Oui, il y a une petite question sur quelle serait la signification, selon vous, de l'enroulement des vaisseaux que vous observez? C'est dur de répondre à la question. Nous, on avait plutôt ça. Est-ce que c'est pas plutôt post-chirurgical comme un aspect un petit peu de traction de tout le parenchyme pulmonaire et de ces vaisseaux du côté? Parce que c'est vraiment que du côté opéré. Il y a un écho. Okay, une autre question. Alors, est-ce que vous mettez en évidence des anomalies bronchiques et notamment quand il existe un emphysème sur vos imageries? Non, mais Van, tu confirmes? On n'avait pas... Non, effectivement, on n'a pas trouvé des épaississements bronchiques dans les territoires malades et dans les poumons emphysémateux. Les parois des bronchiques assez fins et normales. Parce qu'effectivement, il y a des travaux qui trouvent des fréquences augmentées, y compris dans certains, au niveau du poumon sain, d'atypie de segmentation, des choses comme ça. Ça, vous n'avez pas mis en évidence dans votre, non. Dans votre travail, d'accord. Non. J'avais encore une autre question qui me trottait, je
Est-ce que, Céline, tu as encore des questions sur le chat? C'est bon? Non. Alors du coup, d'habitude c'est une demande en mariage qu'on fait direct comme ça, mais vous allez voir après, je vais présenter un projet qui ressemble en certains points, et du coup c'est vrai que si ça vous intéresse, si c'est possible de collaborer, notamment parce que sur la lecture des IRM, puisque nous on a prévu dans une étude de suivi, mais je vais en parler juste après, de l'IRM cardiaque. Mais du coup, est-ce qu'en faisant de l'IRM cardiaque, est-ce que, entre guillemets, pour le même prix ou pour pas beaucoup plus de temps d'IRM, c'est possible de faire dans la même machine de l'IRM pulmonaire? Et si oui, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous envoie les datas et qu'on mette ça en commun? C'est comme les demandes en mariage, comme je le fais devant tout le monde, vous êtes obligé de dire oui. En fait, vous avez utilisé l'IRM cardiaque injecté? On les a pas encore, mais on a demandé un comité d'éthique et on a un financement pour le faire, ouais. Mais En fait, effectivement, dans notre cohorte, j'ai essayé de garder aussi le diamètre de l'artère pulmonaire en essayant de chercher les images des hypertensions artère pulmonaire, mais pour l'instant, je n'ai pas des arguments imagériques pour constater ou prouver qu'il y a des signes d'hypertension HCAP de type élargissement de l'artère pulmonaire. Ce qu'on a constaté, que vous avez vu tout à l'heure, que déjà vous bien montré, aspect très étonnant de la morphologie et du roulement des vaisseaux de toutes les pathologies. Je suis désolé, moi j'ai pas compris. En fait, ce qu'en fait, on a essayé. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, oui. Ouais, en tout cas, elle a essayé de regarder sur les IRM le diamètre des artères pulmonaires pour voir s'il y avait des arguments sur ça. Et en fait, on n'a pas vu de différence dans les artères pulmonaires. Je ne sais pas si c'est... Vous avez, à cet âge-là, y compris chez les formes sévères, vous avez toujours des artères pulmonaires qui font la même taille des deux côtés? Ouais. D'accord, Van? Je ne peux pas répondre à la question parce que je n'ai pas tout mesuré et fait les rapports. Ça, c'est un des arguments que je dois regarder tous les patients de nos patients. D'accord. Parce que c'est vrai que dans nos expériences, en tout cas échographiques, notamment dans les formes sévères, il n'y a pas de récupération de deux AP de la même taille. En tout cas, à l'échographie, je n'ai pas encore vu d'études IRM faites. Moi, en tout cas, je fais des échographies, y compris à 5 ans. Alors, je ne fais pas à 8 encore, mais à 5 ans, je n'ai pas deux artères pulmonaires de la même taille, notamment dans les formes sévères. Après, on n'avait pas des formes très sévères, comme je disais. Dans notre cohorte, ce sont des pronostics et des pronostics intermédiaires. Enfin, 30%, ça reste sévère quand même. Vous dites que vous n'avez pas de forme sévère, mais il y avait 24, 25 et moins de 30%. Oui. En fait, on a un peu induit en erreur tout le monde avec notre classification pour Total Trial. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué au début, l'essai portait sur les formes modérées, parce que le comité d'éthique flamand avait interdit qu'on fasse un essai randomisé dans les formes sévères, parce que, soi-disant, il y avait suffisamment d'informations avec l'essai rétrospectif belge. Puis finalement, ils ont changé d'avis. Mais comme on pouvait faire que la forme modérée, en fait, Yann Deprest avait artificiellement élargi le panel pour qu'on puisse prendre le plus d'enfants possible. Donc, en fait, il a choisi 25 au départ comme seuil, mais on est tous d'accord pour dire qu'un enfant qui a 30% de LHR, ça reste quand même une forme relativement sévère, surtout si le foie est très ascensionné. Donc, je pense que maintenant que l'essai est terminé, total, il faut un peu sortir de ce seuil de 25, parce qu'il n'y a pas que le LHR qui rentre dedans. Et je pense qu'on voit bien à travers ce que vous avez fait là que même avec 30%, on est quand même relativement sévère. Et c'est ce que d'ailleurs disent les réanimateurs et les chirurgiens quand vous voyez les enfants en prénatal. Nous, on les classe en sévère, pas sévère pour total. Et puis vous, derrière, vous dites, oui, mais enfin à 30%, c'est quand même encore sévère.
Donc je pense que ça sera aussi dans le travail en prospectif à bien regarder quelles sont exactement les mesures en prénatal. Mais je pense que 30-30, ça reste encore une forme sévère. C'est quoi? C'est nous? Non? Si, je peux enchaîner. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Anna. Alors c'est quoi? Ouais. Alors dans les projets, un tout petit projet très rapide. En fait, suite à... Ah non, il faut que j'arrête ça, c'est ça? Non, non, c'est bon, pardon. Merci. Suite à des discussions avec Véronique Ouflin de Barge, qui est donc gynéco-obstétricienne ici, qui est responsable de la maternité et qui a beaucoup travaillé avec le centre Cracmo, donc pour la fragile de l'œsophage. En fait, on s'est dit qu'on avait de plus en plus de demandes pour des patientes qui elles-mêmes sont porteuses d'une atrésie de l'œsophage ou d'une hernie de coupole. Et en fait, j'ai trouvé ce papier dans PLOS Médecine l'année dernière, qui est une méta-analyse sur le suivi à long terme des enfants avec des anomalies congénitales et qui globalement dit que ces enfants qui, il y a 25 ans, décédaient rapidement ou pour qui on avait dit vous n'aurez jamais d'enfants, en fait arrivent sur le marché des obstétriciens avec des demandes de grossesse ou même déjà enceintes. Et je sais que moi, de plus en plus, chaque année, il y a un peu plus de patientes où on est contacté pour des patientes qui ont été opérées d'une atrésie de l'œsophage ou d'une hernie de coupole. Et on est bien embêté, surtout quand il faut récupérer les comptes rendus opératoires, qu'elles disent qu'elles ont été opérées 3-4 fois, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas si elles ont une plaque, pas de plaque. Et donc l'idée, ça serait de faire un suivi, bien évidemment, de cohortes de patients qui arrivent à l'âge adulte, ça c'est sûr. On compte beaucoup sur les consultations de transition pour inclure le gynéco-obstétricien, d'abord parce qu'elle parle souvent c'est le moment pour les jeunes femmes de parler grossesse, contraception, donc mettez-nous dans la boucle. C'est des jeunes femmes qui ont des parcours médicaux très compliqués. Et donc, l'idée, c'est de colliger à travers la France tous les cas de patientes qui sont enceintes ou qui demandent un avis préconceptionnel pour améliorer la prise en charge et leur répondre le mieux possible. Alors là, c'est un cas caricatural de hernie découvert en cours de grossesse. Il y en a quelques-uns. Moi, je me souviens une fois d'avoir fait pousser une patiente et tout d'un coup, il n'y avait plus de son, plus d'image. On avait fait une radio de thorax. Elle avait en cours de travail l'estomac sous la clavicule. Mais donc ça, c'est des choses qui arrivent. Mais là, on s'adresse plutôt à des jeunes femmes qui sont déjà à l'âge adulte et pour lesquelles il y a un diagnostic. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on va vous contacter, tous les centres, pour demander si vous avez des cas, si vous souhaitez participer avec une base de données. Alors, on n'en aura pas beaucoup. Il n'y a quasiment rien dans la littérature aujourd'hui. Et bon, l'idée, c'est un peu de pouvoir répondre à des questions toutes bêtes, hein, mais par exemple, si elles ont été opérées 2 fois du diaphragme, est-ce qu'on peut les laisser accoucher voix basse? Est-ce qu'elles peuvent pousser? Est-ce qu'elles peuvent... Des questions auxquelles aujourd'hui on a envie de répondre comme ça spontanément, non. Mais il y en a aussi qui arrivent bien après elles ont déjà accouché voix basse et il s'est tout bien passé. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de monter un registre. Donc on va faire ça avec l'équipe de Lille en obstétrique pour monter ce registre. Voilà. Bah oui, j'ai tout dit dans le même truc. C'est ça. C'est la première fois en 10 ans qu'on est à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour mettre Alexandra en retard? Tous, 25 ans, on va dire 30 ans. Merci. Donc, c'est un petit peu moins un problème, mais on peut y réfléchir. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point-là ? Alexandra, tu as quelque chose sur le chat ou... Non. Ok. Là, il n'y a plus sur le sujet. Alors, j'enchaîne pour qu'on essaye de rester à l'heure. Du coup, donc, moi, je vais vous présenter un projet qui est un projet un tout petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, qui est un projet de sciences humaines et sociales, dont j'avais vaguement parlé au mois de janvier quand on avait fait le webinaire, qui a bien avancé depuis. Donc c'est un projet qu'on mène en collaboration avec des sociologues de l'université de Rouen, et c'est un projet qui a pour but d'identifier les freins et les facilitateurs dans la pratique du sport chez les adolescents qui ont été opérés d'une hernie de coupole. Donc le principe de ce projet, donc, qui a été soutenu, financé, qui est lauréat de la Fondation Maladies Rares et qui est porté donc, par le docteur Lehenaf, qui est sociologue à Rouen. Le but de ce projet, c'est de se dire, bon ben voilà, et ça colle très très bien avec tout ce que nous disait Tama tout à l'heure. En fait, on sait que les enfants qui ont un antécédent de hernie diaphragmatique, donc ça, c'est les petits boxplots que je vous ai mis là, c'est une étude hollandaise qui montre que les enfants qui ont une hernie diaphragmatique, ils ont tendance à avoir une capacité d'exercice qui est plus faible et surtout qui décroît avec l'âge dès l'adolescence. C'est-à-dire que on voit des enfants, donc ce que nous disait Tama tout à l'heure, qui ont une capacité d'exercice qui sont symptomatiques les premières années, puis qui s'améliorent. Et puis en fait, quand on les suit un petit peu plus tard, ils ont tendance à très vite décroître et avoir des capacités à l'exercice qui décroissent plus vite que la population, même juste en termes de vitesse de décroissance, ils décroissent plus vite que la population générale des adolescents de leur âge. Et puis, il y a deux études, notamment, qui montrent qu'a priori, ceux qui font du sport, eux, vivent pas cette décroissance-là. Donc ça majore encore, on savait que probablement faire du sport, c'était pas mauvais pour eux, voire même que c'était bon. Et là, a priori, ça aurait même le potentiel d'empêcher cette perte plus rapide que la population générale de capacité respiratoire, sachant qu'ils partent déjà d'une capacité respiratoire qui n'est pas normale. Donc on se pose la question là pour les femmes enceintes. C'est vrai que dans le devenir à moyen et à long terme, si on ne veut pas se retrouver avec une grande cohorte d'insuffisants respiratoires terminaux à 30 ou à 40 ans, il va falloir se pencher sur cette question de pourquoi est-ce qu'ils font pas, est-ce qu'ils font autant de sport que la population générale, question 1. Si oui, a priori, on serait surpris. Les quelques études qui montrent qu'ils en font moins. Et après, la question, c'est pourquoi ils en font moins et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider à en faire plus. Donc ça, c'est vraiment la partie qui va être étudiée par les sociologues. Donc pour l'instant, l'objectif de cette étude-là, donc qui est une pré-étude, c'est d'écrire comment ces adolescents investissent le sport, investissent l'activité physique et d'écrire ce qu'ils font. Donc ça va être des auto-questionnaires qu'on va donner. Donc tous les patients qu'on va inclure, c'est tous les 12-18 ans de notre cohorte lilloise. Donc ça fait une 60aine de patients qu'on continue à suivre et à qui on va proposer de participer à cette étude et de remplir les auto-questionnaires. Donc là, c'est un premier point, c'est comment ils font du sport, combien ils font de sport et combien ils en ont fait de manière longitudinale dans leur vie jusqu'à l'adolescence. Et puis après, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils en font moins, qu'est-ce qui a été frein, qu'est-ce qui a été facilitateur sur les plans sociologiques et psychologiques, que ce soit quelle est l'influence des profs de sport, quelle est l'influence du trauma psychologique subi par les familles en période périnatale. Tout ça, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui a une influence prédominante sur le fait qu'ils font moins de sport. On a un objectif secondaire et ça, c'est ce qui nous ramène directement à ce que nous disait Tama, puisqu'on a évidemment fait les mêmes constats et eu des idées similaires. Donc, parmi ces questions, c'est s'ils ne font pas beaucoup de sport, est-ce que c'est pour des raisons somatiques pures ? C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont une capacité à l'effort qui est limitée ? Donc pour évaluer ça, il y aura un examen clinique, des EFR, une échographie cardiaque, une épreuve d'effort
une IRM cardiaque. Donc c'est vrai que à l'échographie, savoir quelle proportion de flux sanguin va dans le poumon droit, quelle proportion de flux sanguin va dans le poumon gauche, à l'échographie, c'est pas possible. On peut pas avoir de chiffres précis, alors qu'en IRM, on peut mesurer les diamètres des vaisseaux, comme nous disait Tama tout à l'heure, mais on peut aussi déduire les débits qui vont dans un poumon et dans l'autre. Ça, actuellement, c'est pas du tout connu, notamment chez les adolescents. Nous, on voulait étudier la cinétique diaphragmatique, mais ça va déjà être fait, mais je pense qu'on pourra le faire en collaboration avec Tama. Et éventuellement, du coup, c'est vrai que nous, pour le comité d'éthique, on n'a pas inclus de scanner, pas d'examen irradiant. Par contre, on n'avait pas pensé à l'IRM pulmonaire. Donc on espère pouvoir collaborer là-dessus avec l'équipe de Bicêtre, parce que si c'est effectivement que du réglage de la machine, voire alors du cérébral, là le problème c'est que c'est pas la même machine, donc je ne sais pas si on pourra, mais en tout cas ça pourrait être une question intéressante aussi. Donc la population de l'étude, comme je vous disais, c'est les ados de 12-18 ans et leurs parents, donc qui vont remplir des auto-questionnaires, qui vont être examinés pour les adolescents et ensuite vont rentrer dans un entretien semi-directif avec des sociologues et des psychologues pour justement identifier quels sont les facteurs qui nous paraissent avoir une influence. Pour l'objectif de ça, c'est ensuite de mener un projet d'éducation thérapeutique qui s'appuiera sur ce qu'on va mettre en évidence comme étant les freins et les facilitateurs pour justement, dans un second temps, alors pourquoi pas imaginer un essai randomisé, ceux qui ont l'éducation thérapeutique versus ceux qui l'ont pas, ou en tout cas ça peut être un point de départ à plein de recherches tout à fait intéressantes, en tout cas à ce qui nous semble. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des commentaires sur ce projet. Et notamment, Tama, je ne sais pas si tu veux rebondir un peu, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de liens. Juste poser une question à l'un d'entre vous, soit toi, soit Tama, en termes d'activité physique. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans le PNDS, qu'est-ce qu'on a recommandé? On n'en a pas parlé? D'accord. Ouais, on n'a pas parlé de limitations particulières, mais on n'a pas mis de recommandations très détaillées non plus. Tama, je ne sais pas si tu avais des commentaires. Est-ce que je peux faire un petit commentaire? Bien sûr. Frédéric Amery à Lyon, pardon. Je trouve extraordinaire toutes ces études IRM, notamment qui se font dans différents pays. Je sais qu'Alexis Arnaud à Rennes travaille également sur la cinétique du diaphragme. Nous-mêmes, de notre côté, on a un travail IRM sur le qui est important, avec Clémence Dufour. À Necker, c'est la même chose. Et j'ai une petite crainte, c'est la multiplication de ces études qui sont quasiment monocentriques, avec des critères qui vont être comparables, mais pas tout à fait statistiquement comparables. Et je me demandais s'il n'y avait pas lieu là de proposer à un moment donné une discussion un peu plus nationale sur un suivi à 6-7 ans commun à tout le monde, un peu comme ce qui a été fait pour les atrésies de l'œsophage, où ils ont revu sur le plan national toutes les atrésies de l'œsophage à 6 ans avec les mêmes questionnaires, etc. Enfin, est-ce que vous avez pensé à quelque chose comme ça? Parce que voilà, c'est une réflexion d'une étude peut-être plus nationale et prospective. Voilà. Allô? Vous Oui. m'entendez? En fait, c'est une très bonne idée. Nous, au début, depuis l'année 2009, donc, nous avons les idées on ne sait pas ce que devenir en France. Pour ces raisons, on a monté des études et je pense que c'est bonne idée de monter dans études multicentriques et on parle même de recherche, surtout études dynamiques de la coupole. Je pense que cette étude n'est pas totalement difficile à le faire, mais il faut avoir les lectures communes pour
on peut parler et donner un résultat plutôt homogène et un peu systématisé, comme vous avez dit. Et je pense que je suis très contente si vous voulez, et on peut parler ensemble dans ce compte-là, savoir comment les études dynamiques, parce que moi-même, sur notre cohorte, j'ai déjà commencé le début et je pense que je n'ai pas du temps pour analyser et calculer tous les amplitudes, tout ça. C'est une des questions que je dois répondre dans notre cohorte. Alors, je vais essayer de résumer, mais j'ai très mal. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, j'ai cru comprendre qu'a priori, il y avait une proposition, et je pense moi en tout cas, je m'y associe. Je pense qu'on va tous y associer de mise en commun des moyens. Là, c'est vrai que cette étude-là, elle va être forcément monocentrique parce qu'elle est financée et déposée comme ça pour les 12-18 ans, mais on peut effectivement tous se mettre d'accord pour des études notamment plus précoces et effectivement pas éparpiller nos forces à faire des choses chacun dans notre coin, alors qu'on pourrait faire des études bien plus intéressantes et bien plus puissantes en s'y mettant tous ensemble. Ça, j'invite, alors moi je veux bien centraliser tous les gens qui gravitent autour de ce sujet et qui veulent travailler ensemble à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Ok, c'est avec grand plaisir. On va discuter de ce sujet. Après, évidemment, moi je centralise, mais le savoir-faire, notamment d'IRM pulmonaire, il est chez vous. Donc on centralise pour évidemment collaborer avec chacun les spécificités de ce qu'il sait faire. Là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est super, Sébastien, d'autant plus que c'est vrai que là, ce que vous allez faire, vous, ça répondra peut-être à des questions pour lesquelles on n'a pas forcément... C'est Tama ? Oui, je ne savais pas si vous m'entendez. Excusez-moi. Non, ce que je disais, c'est qu'en plus, votre étude permettra d'apporter aussi des réponses à des questions qu'on se pose chez les plus grands, chez les adolescents, parce que finalement, toutes les anomalies qu'on a vues là, elles étaient finalement, que ce soit sur l'imagerie, bien sûr, les anomalies du parenchyme, les anomalies de la vascularisation, finalement, il n'y avait pas de retentissement là chez ces enfants en moyenne qui ont 8 ans. Maintenant, est-ce que effectivement, c'est quelque chose qui va se démasquer plus tard en grandissant? C'est vraiment le gros point d'interrogation. Donc, c'est sûr qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble pour essayer d'avancer sur cette grosse question. Que vont-ils devenir à l'âge adulte? Je pense que ça passe par ce que vous êtes en train de faire. C'est super. En écoutant la discussion et les questions, les propositions de Frédéric, je me demande en fait s'il n'y a pas un groupe qui réfléchit à la physiopathe devenir en utilisant de nouveaux outils en devenir, peut-être en y intégrant l'IRMN dedans. Et après, si j'ai bien compris la question de Frédéric, c'était quel examen faire de façon systématique dans tous les centres en France à l'âge de 6 ans, 6 ans et demi. Et peut-être que pour cette question-là, il faut peut-être avoir une approche différente qui serait de lancer des propositions et de faire par une méthode Delphi, par exemple, un questionnaire avec des allers-retours qui permet d'avoir une idée de ce qu'on pourrait proposer de façon systématique et ce qui est faisable un peu partout à l'âge de 6 ans. Donc peut-être bien distinguer la recherche, et je me demande si l'IRMN n'en est pas encore un petit peu dans ce domaine-là, versus ce qu'on fait systématiquement pour tous les bébés. Oui, on avait essayé, mais de manière probablement trop petite et maladroite à l'époque, de faire ça quand on a publié le PNDS, de dire... on avait aux Journées nationales il y a 2 ans dit qui fait quoi, quand est-ce qu'on fait des radios, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait pour qui. Mais on avait fait ça entre les gens qui étaient là aux Journées nationales cette fois-là et probablement de manière trop timide et trop timorée. Je pense que pour le prochain PNDS, voire même probablement avant, parce que le prochain PNDS, on va peut-être pas s'y recoller tout de suite. On va peut-être essayer effectivement de mettre en place un consensus un peu plus énergique que ce qu'on avait fait à l'époque. Ouais, je pense que c'est une bonne idée.
Bon, et là, du coup, je suis en train de nous mettre en retard, donc je passe au dernier point. Enfin, au dernier point qui me concerne, pardon. Toc. Donc, je vais vous parler, et je vais faire vite, donc du registre multicentrique. Alors, tout de suite, je fais la différence avec la base de données dont a parlé Nicoletta tout à l'heure, qui est une base de données nationale qui prend des infos qui vont loin dans la durée, qui ont pour but aussi de suivre les enfants au moins jusque 7 ans, et on espère bien la porter ensuite au moins jusque 12 ans, et ensuite plus tard pour vraiment suivre la totalité des patients au niveau national sur un suivi sur le long terme. La base de données dont je vais vous parler là, elle a pour but de répondre à d'autres questions. Elle est périnatale immédiate, donc elle s'arrêtera au plus tard du plus tard à l'âge de 2 ans, et elle va surtout et de très loin se concentrer sur les données de la réanimation néonatale. Donc on parle vraiment de deux choses différentes. Donc première chose, cette base de données, ce registre multicentrique dont je vous parle là, ne marche pas du tout sur les plates-bandes de la base de données nationale dont vous parlez Nicoletta tout à l'heure. Donc le constat qu'on fait là, c'est que la prise en soin et les soins amenés aux enfants qui ont une hernie diaphragmatique sont hyper variables d'un pays à l'autre, d'un centre à l'autre, et avec des résultats qui sont différents d'un pays à l'autre et d'un centre à l'autre. Une des raisons de ça, c'est qu'il y a des questions sur lesquelles on ne sait pas quelle est la meilleure manière de faire. Donc, c'est vrai que c'est encore plus vrai en période néonatale. Là, j'ai listé des choses, mais quel est le meilleur mode de ventilation ? Ce n'est pas encore extrêmement clair. Donc, vous savez que le VC Trial suggère qu'il ne faut pas d'HFO. Que l'HFO est probablement associé à certains mauvais... à au moins plus d'HTAP, etc. Bon, c'est pas ce qui est retrouvé dans d'autres études, et puis la manière dont ils utilisent l'HFO dans le VC Trial est quand même contestable. Donc c'est vrai qu'on se retrouve à se dire quel est le meilleur mode de ventilation, on ne sait pas. Quelle est la bonne sédation, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut drainer la plèvre, on ne sait pas. Est-ce que le bon timing de la chirurgie, il y a des données qui sont quand même contradictoires. Quels sont les bons critères d'extubation ? On ne sait pas très bien, et vous connaissez la hernie diaphragmatique très très bien. Vous savez bien que sur tout ça, on ne va pas pouvoir faire des essais randomisés. Donc, une fois qu'on ne sait pas faire des essais randomisés, la question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des idées de quelles sont les meilleures manières de faire, ou quelles sont les manières de faire qui sont associées avec un pronostic meilleur. C'est un peu l'idée de cette base de données. Donc, vous en avez vu une première application qui est le travail que nous a montré Anan tout à l'heure. Donc, Anan nous a montré cette corrélation entre le pH au cordon et le devenir en termes d'HTAP. Ce travail, il est fait sur cette base de données multicentrique parce que vous savez très bien qu'on est dans une maladie rare. Vous savez très bien qu'aucun centre tout seul ne pourra avoir les effectifs suffisants pour tirer des conséquences de ces datas. Donc, on a commencé il y a maintenant 3 ans dans notre cohorte lilloise, et puis on a été au gré d'Interchu rejoint par Camille Semama, donc par le centre de Lyon, avec Camille Semama qui est venu en Interchu chez nous, qui a rempli la partie lyonnaise de la base de données, avec Emeline au Kremlin-Bicêtre qui a rempli la partie Kremlin-Bicêtre, avec Sandrine Vu chez nous à Lille qui a rempli notre base de données. Donc c'est une base de données qui est très exigeante. On est à peu près à 400 data par patient. Donc c'est vrai que c'est une base de données qui prend énormément de temps, mais c'est le seul moyen de pouvoir répondre aux questions que je vous ai grossièrement citées là. Donc on a fait une déclaration CNIL de cette base de données. On l'a déclaré, maintenant c'est fait en termes de registre, avec une mise en conformité réglementaire pour que ce soit un registre multicentrique qui soit dans les clous parfaitement en termes légaux.
Mais pour vraiment avancer, eh ben, on a besoin de moyens, comme tout le monde. Donc d'abord, c'était des internes bénévoles dont je viens de vous parler. Puis on s'est rendu compte qu'on avait besoin de temps d'ARC, qu'on a financé avec le centre de référence Lillois 8 mois d'ARC qui nous ont permis de continuer à avancer. En 2019, on a eu le soutien, comme vous le disiez, Fanny Cové, via la pédia de la Fondation SNCF, qui nous a donné 3 000 €. Et puis, on a réussi à avoir la plateforme Maladies Rares de Paris Sud qui nous a dédié un morceau de temps d'ARC pour remplir les données de Bicêtre. Et puis, on vient, il y a 2 semaines maintenant, d'être lauréat de l'appel à projet FIMATO, ce qui va nous permettre maintenant de recruter 0,5 équivalent temps plein d'ARC pendant 1 an pour faire en sorte que cette base de données soit opérationnelle. Donc actuellement, c'est Lyon, KB et Lille qui participent. On a eu des contacts avancés avec Montpellier. On attend pour travailler avec eux que le registre soit officiel pour qu'on puisse passer sur une base multicentrique. Et puis, s'il y a d'autres gens qui souhaitent s'investir dans ce projet, on est tout à fait prêt à en discuter. Voilà, donc j'en profite pour remercier FIMATO via l'appel à projet, pour remercier tous les gens dans les équipes de KB et de Lyon qui nous ont filé un sacré coup de main, qui ont beaucoup participé. Là, j'ai pas vu qui était connecté, mais Marine, Sébastien, Mostafa, Nolwenn et tous les autres qui se sont investis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a rapidement une question là-dessus ou est-ce qu'on passe tout de suite à la suite? Oui, rapidement, vous m'entendez? Oui. Sébastien, ouais, superbe, mais j'ai pas compris comment tu vas répondre aux questions. C'est seulement en décrivant les pratiques des uns et des autres? Non, l'idée c'est de... Je ne sais pas si tu as pu assister à la présentation d'Anan tout à l'heure. Par exemple, cette base de données nous a permis de faire le lien entre le pH au cordon qu'on a dans la base de données avec les traitements anti-HTAP à l'âge de 6 mois, avec les traitements anti-HTAP les 4 premiers jours de vie, sans regarder forcément l'effet. Il y a certaines questions pour lesquelles on peut relativement facilement mélanger tous les centres et mettre en relation certaines variables entre elles. Ok, merci. Bon, alors du coup, on va passer à l'équipe FIMATO qui va venir nous parler des actualités.